Jean Gély, Serge Toubiana. Bon, je pense qu'on doit parler en français. Il y a les traductions, en italien et en anglais. Et malheureusement, Caroline Sakuraki n'a pas pu venir pour des raisons de santé. Et on avait décidé de donner un titre livre cinémathèque au monde passé, au monde futur, en partant de plusieurs suggestions. Une première, c'est les succès de la cinémathèque française, succès qui est le résultat d'un travail qui dure depuis pas mal d'années, c'est le résultat d'un nouvel siège, deux expositions et bon, les succès de l'exposition Tim Burton est vraiment impressionnant. Je ne sais pas si bon, le nombre de tickets vendus, c'est aujourd'hui, oui, 250 000. Et donc c'est vraiment très, très important. Et donc d'un côté, de l'autre côté, ici on voit bien cette année une très forte augmentation du public et notamment du jeune public. Et puis je viens de recevoir de la part de Jean Gély ces livres assez étonnants, le dictionnaire mondial du cinéma, qui n'est pas vraiment un pocket, c'est pas la version web. Et alors, bon, on a pensé, serait intéressant d'avoir aussi l'approche de gens sur ce thème, dont le cinéma peut-être n'est pas mort et peut-être est très en forme, ou peut-être le patrimoine et l'idée de l'histoire du cinéma est très en forme, ça n'a jamais été si en forme comme aujourd'hui. Et puis on voulait l'approche de metteur en scène justement pour avoir aussi une approche un peu différente, pour ceux qui font le cinéma aujourd'hui, tout est en train de changer aussi à cause du digital, mais pas seulement. Donc, moi je demanderai avant tout à Serge son point de vue sur le moment sur lequel nous sommes, et son point de vue en tant que directeur d'une cinémathèque qui vit tout à fait une nouvelle saison. Ouais. Moi, je vais essayer de vous dire un peu mon analyse est un peu paradoxale, mais un peu personnelle, mais je vais vous dire mon sentiment. Il se trouve que des gens comme nous trois, mais Dominique Pailly ou d'autres, beaucoup d'entre vous aussi, on doit avoir le même âge, 60 ans, toi tu es plus jeune, mais notre génération de cinéphiles, disons de passionnés du cinéma, soit on a pris la décision, soit on nous a proposé de prendre le pouvoir. On nous a dit, vous avez des institutions, un festival, une cinémathèque, une revue, peu importe. Nous avons fait le choix, j'ai fait le choix personnel de prendre une responsabilité. Le pouvoir, je m'en fous, j'ai horreur de ça. Mais de prendre une responsabilité, c'est-à-dire de passer du côté de l'institution. Alors que toute ma vie, moi, j'étais journaliste, critique, indépendant, je ne me sentais pas une responsabilité. Bien sûr que j'avais une responsabilité personnelle, morale, éthique vis-à-vis des films, du cinéma, mais je n'avais pas une responsabilité collective. Quand j'ai dirigé les cahiers du cinéma pendant 15 ans, c'était tout petit, c'était une petite cellule. Il y a 9 ans, on m'a proposé de diriger une cinémathèque à un moment donné où il fallait embarquer cette institution ailleurs, dans un bâtiment, de lui donner une dimension qu'elle n'avait pas eue jusque-là. J'ai dit, ok, je veux bien être l'homme de la situation. Voilà, ça c'est quelque chose, ça c'est une... Toi, tu fais la même chose, on fait la même chose, on fait le même travail. Ça prend des formes différentes, mais on a accepté, nous,
de dire, après tout, c'est à nous de faire ce travail. Et si ce n'est pas nous qui le faisons, ce sera des fonctionnaires. Des fonctionnaires de l'État, cultivés, pas cultivés, cinéphiles, mais pas cinéphiles, des bons gestionnaires, peu importe. Nous, on a dit, c'est nous. Et si ce n'est pas nous, qu'est-ce que ça va être? Moi, je crois que c'est ça le vrai phénomène qui s'est passé, et qui fait que nous, avec nous-mêmes qui sommes héritiers de générations antérieures, qui ont fait un travail énorme, la génération des cinéphiles, disons Jean Douché en France, et ici il y en a d'autres, des gens de cette génération, des années qui ont fait les cinéphiles de l'après-guerre, si vous voulez. Nous, on est nés après-guerre. On s'est beaucoup inspiré d'eux. En France, c'est très simple. Il y avait deux grandes généalogies. Soit on était Cahiers du cinéma, soit on était Positif, soit on était Langlois, soit on était Raymond Borde. On peut caricaturer un peu, mais il y avait un peu de ça. Et des gens comme moi, si vous voulez, moi je me suis dit, voilà, il est temps pour moi de faire mes preuves et de prouver qu'on va pouvoir construire un projet sans rien renoncer de ce à quoi on est lié, c'est-à-dire la passion du cinéma, mais une passion large, éclectique, ouverte, transmissive. À partir de... C'était ça mon programme, pas plus que ça. Après, il faut embarquer des gens plus jeunes, des jeunes filles, des jeunes gens, trouver des bons gestionnaires qui vous accompagnent et qui vous font confiance, et en qui vous faites confiance. Et d'avoir des idées, des projets, de l'ambition. Parce que je crois qu'aujourd'hui, moi j'étais très, très frappé par le passage du centenaire du cinéma. Le cinéma, une fois qu'il a passé le siècle, j'ai trouvé que, ici en Italie, en France, partout, les choses devenaient plus lisibles, plus compréhensibles de ce qu'a été l'histoire du cinéma. On passait de l'autre côté. Et ça a coïncidé avec une révolution technique, qui est très forte aujourd'hui, la révolution numérique, qui fait que nos instruments de lecture sont beaucoup plus adaptés, beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus accessibles aussi pour beaucoup de gens, pour l'ensemble des gens qui veulent bien. Qui fait que, au fond, la lisibilité de nos projets est aussi plus manifeste, plus généreuse, plus partagée. Donc on a un petit peu d'avance, mais pas beaucoup, sur la réalité technologique, la réalité du marché, le marché tel qu'il est. Bon. Sauf que nous, c'est là le paradoxe, c'est qu'on n'est pas inféodé au marché, quoi. Parce qu'on a été un peu marxiste quand on était jeune, on se méfie un peu du marché. On pense que le marché, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu le culte de la marchandise, alors que nous, on croit aux valeurs esthétiques. On croit qu'il y a des auteurs, on croit qu'il y a des artistes, on croit qu'il y a une histoire, qu'il y a des genres, qu'il y a des traditions, qu'il y a... donc voilà, tout cela fait qu'on est bien placé en ce moment, et depuis qu'on est un peu en charge des choses, ça ne va pas durer tout le temps, et après nous, on ne sait pas. On va avoir des jeunes gens, plus jeunes, qui ont vu les grands classiques à la télévision, qu'ils n'ont jamais vus sur grand écran, qui ont des lacunes importantes, comme moi j'en ai énormément, mais qui, si tu veux, qui n'auront pas ce lien que nous avons, que j'ai eu moi quand j'étais jeune, dans les années 60, avec le cinéma d'avant, le cinéma de la nouvelle vague, le cinéma italien. Moi, les grands souvenirs que j'ai quand j'avais 15 ans, c'est Prima della Rivoluzione, c'est Pugni in Tasca, c'est Pierrot le Fou, c'est La peau douce, c'est les films que j'ai vus quand j'étais 15 ans. J'allais au cinéma tout seul, comme aujourd'hui, et j'allais voir, je découvrais ça. Et pour moi, c'est des films qui m'ont... C'est mon métier. Je peux mettre des dates, je peux avoir une origine dans le cinéma. Aujourd'hui, les jeunes gens, ils voient beaucoup plus de films que moi, mais ils les voient dans un désordre total, sur des supports individuels. Ça ne crée pas une histoire, ça ne crée pas une généalogie, ça ne crée pas un lien avec la mémoire, plus que le passé. Et moi, je crois beaucoup à ça. Je suis extrêmement respectueux des cycles et des processus qui nous lient aux anciens, à ceux qui nous ont légué quelque chose.
et dont on se sent un peu la responsabilité de transmettre à notre tour. Tu vois, la semaine dernière, Danet est mort il y a 20 ans exactement, en juin. J'ai fait un hommage à la Cinémathèque parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi. Il m'a formé beaucoup, je me suis beaucoup formé au contact de Serge Danet quand j'étais jeune, j'étais ignorant, inculte même. Donc pour moi c'était normal de lui rendre hommage. Et puis ça a été un critique important en France. Donc on a fait un séminaire magnifique là, vendredi dernier, on a montré un film fait par Serge Perron. Il y avait beaucoup de gens dans la salle qui nous écoutaient parce que eux ils ont lu Serge Danet. Et heureusement on lit les critiques, on peut traduire, éditer les livres chez POL ou ailleurs. Donc quelque chose se transmet et notre rôle à nous, plus que jamais, c'est d'être ceux qui justement permettent cette transmission, que cette histoire s'écrive. Voilà, moi je crois beaucoup. Alors Godard l'a fait très bien avec ses histoires du cinéma, mais moi je ne suis pas Godard, je ne suis pas un artiste. Je le fais avec ma modestie et mes moyens, qui sont... Je pense qu'on est là pour transmettre et pour faire en sorte que quelque chose s'écrive de cette histoire-là, qui est l'histoire de notre cinéphilie, et de ce qu'elle doit aux générations antérieures. Sauf qu'on a aujourd'hui des moyens énormes. Moi, j'ai une cinémathèque, je peux faire des expositions, j'ai un musée, j'ai une bibliothèque avec des archives, j'ai 3 salles au lieu d'une ou deux, j'ai un budget, j'ai des partenaires, j'ai une équipe très passionnée, voilà. Donc, si tu veux, je peux déployer cette énergie, cette capacité. Mais le point de départ, c'est quelque chose de tout simple. C'est que moi, si je ne fais pas ça, à quoi je sers? Je ne sers à rien. Et je tiens à le faire parce que ça fait partie de mon... je rends ce qu'on m'a donné. Voilà. On rend ce qu'on nous a donné. On le rend aussi bien qu'on peut le faire, avec variété, éclectisme, souci de partager, d'accueillir. Voilà, la semaine, il y a 15 jours, on a accueilli Scola avec Jean. Voilà, c'était un moment important pour moi, pour lui, il était content. Jean était formidablement... Enfin, Costa a joué le jeu. J'ai un président qui s'appelle Costa Gavras. C'est plutôt une chance, parce que c'est un homme respecté, respectable, humain, très humain. Enfin, tu vois, quand Spielberg est venu à la Cinémathèque en janvier, moi, jamais j'aurais pu faire venir Spielberg. Mais quand Costa appelle Spielberg, c'est plus facile. Donc Spielberg vient, et ça devient un moment très intense, parce qu'on ne l'a jamais reçu. C'est quand même une grande personnalité, c'est un mythe. Les gens... Il y a 600 personnes qui sont là et 2000 qui sont dehors, qui ne peuvent pas rentrer. Quand Tim Burton, c'est pareil. S'il n'y a pas Costa, moi, je ne peux pas avoir ça. Donc voilà, les atouts dont on dispose, il faut s'en servir dans le seul but de faire en sorte que la passion du cinéma soit là, que la vie autour du cinéma soit là, que l'amour du cinéma soit là, dans un lieu habité, perméable et traversé. Voilà. C'est ça mon programme, c'est pas plus que ça. Et Jean, tu te retrouves dans cette reconstruction, et est-ce que tu viens de quitter l'université, mais donc tu as un rapport, tu as eu longuement un rapport avec de nouvelles générations, et tu fais le métier du critique, mais tu diriges aussi un festival. Et donc, tu as un point de vue assez varié et complexe. Est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui, il y a un nouvel regard de la part de jeunes sur l'histoire du cinéma, ou tu penses que c'est plutôt... bon, le cas de la Cinémathèque, c'est un cas un peu extraordinaire, unique, et donc tu as un autre regard sur oui, moi d'abord, je te remercie de m'avoir invité à participer à cette rencontre. Avant de répondre à ta question, je voudrais d'abord dire 2 choses. Premièrement, confirmer ce que dit Serge sur ce foyer qui brille, qui est la Cinémathèque française. Moi, je me souvenais en 2008, quand nous avons reçu ensemble Mario Monicelli pour un hommage que lui rendait la Cinémathèque. C'était extrêmement émouvant. C'était les dernières années où Monicelli voyageait volontiers, était extrêmement présent, dynamique, et nous avons d'ailleurs évoqué ensemble son souvenir à l'Institut culturel italien de Paris, avec Claudia Cardinal qui
parlé des Soliti Ignotti, où elle faisait quasiment ses débuts. Je confirme qu'il y a 15 jours, quand nous avons accueilli ensemble Ettore Scola après la projection d'une journée particulière, ça a été aussi un moment particulièrement émouvant, et je crois que Scola, qui est souvent l'objet d'invitations, a rarement senti dans une salle un accueil aussi chaleureux et aussi ouvert au travail qu'il fait, quoi. Il y a d'ailleurs un peu une sorte de temps qui travaille en faveur de Scola, quoi. Scola, dans ces dernières années, a traversé peut-être un moment où il était un peu oublié, ou en tout cas considéré peut-être pas à son juste niveau, et là, cette rencontre à la Cinémathèque a été un moment très fort. Donc la Cinémathèque, en ce moment, j'ai un peu l'impression que tout ce qu'elle touche, elle en fait de l'or. Le cycle sur le cinéma italien qu'a préparé Sergio Toffetti sur le film noir et le film policier à l'italienne, là aussi, c'est d'abord une programmation étonnante, ou même des films totalement inconnus pour un public français remplissent la salle avec des copies de films jamais vus, sous-titrés spécialement. La Morte a fatto l'uovo, que j'ai revu dans le cadre de c'est incroyable, c'est un film avec un accompagnement musical de Bruno Maderna. On ne s'attend pas à voir dans un film de ce type un accompagnement, une partition musicale de Bruno Maderna. Donc il y a certainement un goût pour une vision classique, disons, du cinéma sur un écran. On le vérifie aussi ici. Hein. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait, hier soir, j'ai raté Bonjour Tristesse, et je regrette de ne pas avoir revu ce film, qui, à l'évidence, c'est vrai qu'on peut le voir facilement, qu'il est souvent à la télévision, qu'il y a des DVD, mais le voir sur un grand écran, une copie de ce type. Donc ce goût subsiste, heureusement d'ailleurs, même si au niveau des jeunes générations, moi je le vois, je l'ai vu, ou je continue à le voir avec mes étudiants et avec ceux que je continue à diriger en thèse, que le rapport au cinéma a un peu changé et que peut-être eux reçoivent les films sur un écran d'ordinateur avec la même jouissance que nous les recevions sur un écran, parce que le rapport a changé et qu'ils n'éprouvent peut-être plus, peut-être que je me trompe d'ailleurs, hein, mais enfin en tout cas, nous avons quand même le sentiment, quand on voit un film, enfin moi j'en vois beaucoup dans le cadre par exemple de la sélection du Festival du cinéma italien d'Annecy, que c'est quand même terriblement réducteur que de voir un film sur un écran de télévision ou sur un écran d'ordinateur par rapport à ce qu'est la vision sur un grand écran comme celui qui est derrière nous, ou encore mieux à l'Arlequin, et encore mieux sur la Piazza Maggiore. Bon. Donc, certainement que les choses ont changé, mais jusqu'à quel point? Est-ce que c'est par défaut, ou est-ce que c'est réellement un choix? J'aurais un peu tendance à dire que c'est par défaut, d'autant qu'en France, vous le savez sans doute, la fréquentation en salle reste très importante. Cette fréquentation, aujourd'hui, est remontée à plus de 200 millions de spectateurs par an. J'habite dans Paris, près d'une multivision qui s'appelle le Ciné-Cité des Halles. C'est plein dès 9h du matin, quoi. Les séances commencent à 9h30 et vous avez des séances toute la journée, et il y a déjà la queue à 9h30 du matin, quoi. Bon, donc, on y va. On y va. Allons, voilà. Bon, alors c'est un peu dans ce contexte qu'on peut s'interroger sur qu'est devenu que devient, n'employons pas que devient la cinéphilie. Et puisque tu m'as invité à évoquer un peu cet ouvrage, ce dictionnaire mondial du cinéma, ce dictionnaire mondial du cinéma, il faut le rappeler, au départ, c'est un livre qui a été édité pour la première fois en 1986 et qui était sous la responsabilité de Jean-Loup Passek. Passek, aujourd'hui, s'est un peu retiré, y compris pour des raisons de santé, et puisqu'on parle de raisons de santé, je regrette beaucoup l'absence de Carlo Mazzacurati, que j'ai dû accueillir au moins 2 ou 3 fois, peut-être même davantage, à Annecy, et dont je suis sans doute le premier journaliste français, critique français, à avoir publié un entretien avec lui pour Note Italiana, dans Positif. On avait fait dans les années 80 un dossier sur quelques jeunes cinémas. Il y avait aussi Lucchetti qui était dans ce même dossier avec des entretiens, et ce fut l'occasion pour moi de faire la connaissance de Carlo, avec qui depuis nous sommes restés en relation très amicale, et je me faisais une joie de le voir aujourd'hui, ce qui malheureusement ne se fera pas. Donc Passek avait créé ce dictionnaire selon le principe d'un responsable qui agrège autour de lui
une cinquantaine de spécialistes, entre guillemets, qui chacun avait traité de leur domaine. Vous pouvez facilement imaginer ce qu'ils m'avaient demandé de faire, c'est-à-dire les entrées italiennes. Avec Lorenzo Codelli, on s'était pratiquement partagé les entrées, Codelli et moi, pour le domaine italien, plus quelques autres intervenants, par exemple Gérard Legrand, pour les Taviani. Bien que les Taviani n'aient pas toujours été des auteurs positifs, Legrand, tout seul, travaillait sur les Taviani. Bon. Ce livre, il a été régulièrement, à peu près tous les 5-6 ans, il a été réédité, parce que c'était à l'époque où il est sorti, il existait d'autres dictionnaires, mais aucun avec cette ambition. Il y avait un dictionnaire, notamment le dictionnaire de Jacques Lourcel, qui est un dictionnaire des films, qui est passionnant, mais qui est très marqué par les choix. La cinéphilie. La cinéphilie, mais au sens où l'on fait des choix, et donc des choix d'introduction, mais aussi des choix d'expulsion, de rejet. Le principe du Larousse, puisqu'on est quand même dans la tradition des dictionnaires encyclopédiques lancés par Pierre Larousse, c'était d'essayer d'avoir une vision, objective est un bien grand mot, mais enfin en essayant d'exclure de façon trop nette, d'exclure les options esthétiques trop clairement affirmées, même s'il y en a quand même, parce que c'est le genre de choses qu'on chasse par la porte et qui revient par la fenêtre. Donc, ce livre a eu un certain succès. La dernière édition date de 2001. Dernière édition. Et jusqu'à cette édition de 2001, les mises à jour étaient de simples... On rajoutait, Jean-Loup Passet, qui s'en occupait seul pour ses rééditions, de rajouter quelques titres de films aux entrées existantes, et puis quand quelques personnalités vraiment importantes étaient apparues, donc de faire de nouvelles notices. Curieusement, en 2009, puisque cette histoire remonte à 2009, en 2009, Larousse demande à Passek non pas de faire une petite actualisation, mais de faire une refonte. Pour la première fois, d'essayer de tout mettre à plat, de revoir toutes les notices, de les compléter, de les transformer. Parfois, pratiquement, c'est ce qui s'est produit, certaines ont été complètement réécrites, puisque les auteurs, ce n'est pas signé, ça reste anonyme, mais les auteurs en ont parfois changé, et en tenant compte éventuellement de ce qu'était la notice précédente, et donc d'essayer de produire un nouveau dictionnaire qui ne serait pas simplement l'actualisation du précédent. Question. Passek, autour de lui, crée un petit comité. Il y avait Christian Viviani pour s'occuper du cinéma américain, il y avait Charles Tesson pour s'occuper des cinématographies asiatiques. Je dois confesser que Tesson nous a mollato, il nous a abandonnés en chemin, et on a donc dû reprendre un secteur qui lui avait été confié et pour lequel il n'a rien fait, sans doute débordé par quantité de problèmes. Il y avait Daniel Sauvager, il y avait Michel Baptiste pour s'occuper des termes techniques, des entrées techniques, donc moi pour le cinéma italien et autres, et puis surtout, il est là, c'est pour ça qu'il me fait vraiment plaisir, je le garde pour la fin, Lucien Logette, qui s'est révélé un formidable collaborateur pour le cinéma français, mais pas seulement, loin de là. Bon, Passek, malade, ayant de plus en plus de peine à se déplacer, déclare rapidement qu'il renonce à s'occuper du Larousse. Et donc confie à ce petit groupe de personnes, c'est-à-dire Logette, Viviani, Sauvager, Michel Baptiste et moi, le soin de prendre en charge cette nouvelle édition du Larousse. Nous avons tout de suite, et ça je pense que c'est important parce que dans le fond c'est la question de fond. La question de fond que nous posons à Larousse, c'est, croyez-vous qu'aujourd'hui, un travail de ce type a encore sa place, sachant que Larousse, il faut quand même le préciser, en réalité appartient au groupe Hachette, c'est-à-dire appartient à Lagardère, c'est-à-dire est entre les mains d'un capitaliste, qui a probablement les yeux rivés sur le compteur économique. Donc nous disons, à l'époque d'Internet, à l'époque surtout d'IMDB, de tous les sites que l'on peut consulter chaque fois qu'on a besoin d'avoir une information sur un cinéaste, sur un comédien, sur un chef opérateur, est-ce que ça a un sens?
Hein, est-ce que c'est pas jeter de l'argent par les fenêtres? Parce qu'en plus, ça quand même, il y a là, bon, après j'entrerai tout rapidement, je ne veux pas être trop long, mais bon, ça a supposé quand même un financement relativement lourd. Hachette-Larousse se renseigne auprès des représentants qui passent dans les librairies, et la réponse est oui. C'est un livre de fond, donc ça mérite d'exister. Je précise que lorsque le livre est enfin sorti, 2 ans après son lancement, et une partie du retard est due d'ailleurs au forfait de Charles Tesson, qui depuis a brillamment pris la direction de la Semaine de la Critique au Festival de Cannes. Entre-temps, je ne sais pas si Larousse ne croit plus au livre, toujours est-il qu'il n'y a aucune promotion de fait autour de ce livre, et que beaucoup de gens, même y compris des gens qui suivent un peu ce qui se publie, Lucien peut en témoigner, qu'on on les rencontre, et alors ce Larousse, il est sorti depuis 6 mois. Bon. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Oui, Serge est parfaitement représentatif de cette totale... Nous, on avait dit à Larousse, faites au moins une publicité dans les cahiers du cinéma et une publicité dans le positif. Là, vous touchez au moins le cœur de cible. Rien. Évidemment, il n'y a même pas eu, comme le livre est gros et cher, il n'y a pas eu d'envoi systématique. Il n'y a eu d'envoi qu'aux gens qui l'ont réclamé. Les journalistes qui voulaient en écrire quelque chose ont dû le réclamer s'ils voulaient le recevoir. Il n'y a pas eu... Habituellement, quand un livre sort, il y a au moins un envoi systématique à 40 ou 50 personnes pour en parler un petit peu. Donc, ce livre est passé un peu inosservato, comme on dit en Italie, et d'une certaine côté, il le reste, hein, puisqu'on continue aujourd'hui même à faire savoir que ce travail existe. Ce travail, alors on a pris quelques options précises. La première, il y avait des photos, dans cette édition-là, plus de photos. Voilà. Bon, c'est là, Internet, si vous voulez des photos de films, c'est très facile. Ça coûte moins cher. Ça coûte moins cher, aucune photo. Ils avaient même à l'époque imaginé qu'il y aurait au moins une photo par entrée de lettres. Il y aurait une photo pour A, une photo pour B, même pas. Bon, 1200 pages. Je ne sais pas combien, je crois 17 millions de signes. Bon. Et surtout, l'idée était la suivante. Puisqu'on remettait tout à plat, et c'est ce que nous avons fait, c'était évidemment de faire les mises à jour sur ce qui va de 2001 à 2011, puisqu'on a clos le dictionnaire à l'été 2011, on a rajouté des choses jusqu'à la dernière minute. Même pas de photos en couverture. Même pas de photos en couverture. En plus c'est même pas une pellicule 35, c'est le 16 avec uniquement des perforations sur un seul côté. Et donc, premièrement, mise à jour, c'est-à-dire nouvelles entrées, et deuxièmement, nouvelles entrées également antérieures à 2001. C'est-à-dire et alors, moi, je me suis amusé, puisque m'occupant du secteur italien, ça m'a permis d'ajouter Ernesto Almirante, Marina Berti, Arturo Bragaglia, Carlo Campogalliani, les frères Carotenuto, Eleonora Duse, Armando Falconi, Antonio Gandusio. C'est pas ceux qui manquaient Franco Franchi et Ciccio Ingrassia, c'est-à-dire quand même des noms importants qui n'étaient pas dans la Larousse, qui maintenant y sont. Giacomo Gentilome, Ettore Margadone, Ruggero Mastroianni, un énorme monteur, Max Neufeld, qu'on a rajouté, c'est moi qui ai dit, mais Max Neufeld, Mileli Realmese, c'est pas mal, mais il avait une énorme carrière, Max Neufeld, il a tourné en Allemagne, il a tourné en Autriche, il a tourné en France, il a tourné en Italie. Oui. Hein? Oui. Ah oui. Donc ça, c'est rentré en juillet de l'année dernière, on a réussi à faire entrer Max Neufeld. Il y avait André Dide, mais il n'y avait pas Polydor, il n'y avait pas Robinet. Donc on les a fait entrer. Et puis alors, une toute petite chose à laquelle je tiens, Leo Catozzo. Bon, si vous cherchez dans les dictionnaires italiens Leo Catozzo, vous ne le trouvez pas. Leo Catozzo, il a deux carrières, enfin, ou deux activités très différentes. Une, c'est l'inventeur de la colleuse à scotch que vous trouvez dans le monde entier, hein, y compris... Mais qui, avec le DCP, va disparaître. Et avec le DCP va disparaître, et la société Catozzo à Santa Severa va sans doute connaître une faillite. Bon, mais cette colleuse Catozzo, vous la trouvez aux États-Unis, vous la trouvez au Canada, elle est partout. Bon. Et l'autre mérite de Catozzo, c'est qu'il est le monteur de la Dolce Vita et de 8,5. Donc c'est une personnalité considérable. Bon, il n'y est nulle part. Donc je me flatte d'avoir récupéré Catozzo, et je me flatte, ça c'est le côté un peu anecdotique, on le trouve parfois écrit Catozzo, C-A-T-O-Z, et parfois
C'est à 2T-O. Alors quelle est la bonne graphie? C'est cathode avec 2T ou cathode avec un seul T? Grâce à un ami, j'ai eu le contact téléphonique, cathode est mort il y a déjà quelques années, j'ai eu le contact téléphonique avec sa fille, et sa fille m'a précisé que ça s'écrivait avec 2T, mais que par coquetterie, son père préférait l'écrire avec un seul T. Donc voilà, les deux sont bons, un c'est l'état civil, l'autre c'est la volonté de cathode. Alors pour vous donner une idée du travail qui a été fait, il y a un peu plus de 8000 entrées, et on a dû en rajouter environ 1500 par rapport à la précédente édition. Dans le domaine italien, il y avait 450 entrées, il y en a un peu plus de 600. Et puis ce matin, en écoutant Tati Sanguinetti nous parler de Marchesi, je sais que ça n'y était pas. Marcello Marchesi n'est pas dans le dictionnaire Larousse, et que donc, heureusement, c'est le seul. Parce que l'avantage aussi, bien sûr, d'Internet, c'est qu'on peut rajouter dans toutes les notices d'Internet, on peut rajouter immédiatement les mises à jour. Hein. On a confié le travail sur la Pologne à deux jeunes étudiantes, enfin pas étudiantes parce qu'elles ont plus d'une trentaine d'années, mais enfin deux ex-étudiantes de s'occuper de toutes les entrées polonaises. Elles ont fait ça formidablement, y compris l'entrée Pologne, puisqu'il y a des entrées par pays qui décrivent. Mais alors par exemple, j'ai cherché à Jerzy Stur, qui est un comédien metteur en scène polonais, et je me suis aperçu que cette polonaise n'avait pas remarqué que Jerzy Stur a un petit rôle dans les deux derniers films, et même dans le dernier film, dans Habemus Papam, il fait le porte-parole du Vatican, où il a un rôle important, formidable. Hein. Jerzy Stur, on le voyait déjà dans le Caïman, un rôle plus petit, mais dans Habemus Papam. Donc là, voilà, il faut tout le temps vérifier qu'on n'a rien oublié, et dans l'entrée Jerzy Stur, écrit par une spécialiste polonaise, pas fait attention qu'il était venu tourner en Italie. Alors, la question de fond, c'est donc de savoir maintenant, ce livre existe, est-ce qu'il a une justification? Évidemment, étant un des responsables de cet ouvrage, je répondrai que oui. Oui, parce que ça ne fait pas double emploi avec Internet. Il y a déjà l'effort de hiérarchiser un petit peu. Quoi. Internet, le grand problème même de IMDb, c'est que tout est mis rigoureusement sur le même plan. Vous avez les filmos, vous avez des indications biographiques, mais tout est mis rigoureusement sur le même plan. Dans un dictionnaire comme ça, déjà le jeu de la longueur des notices, je vous répète, en essayant d'être le moins impressionniste possible, en essayant de garder une approche à peu près équilibrée, on a quand même, c'est pas toujours vrai, hein, parce que je me suis aperçu en travaillant là-dessus, je me suis aperçu que Pasek avait donné des contraintes extrêmement souples. Il y avait parfois des différences de longueur dans les notices qui étaient incroyables. Donc c'était pas du tout calibré, il n'avait pas donné pour tel type de personnage 2000 signes, pour tel autre 4000, c'était un peu n'importe quoi. Avant d'oublier, par exemple, la notice Emilio Ghione, grâce au travail fait ici à Bologne, on a pu complètement la refaire. Hein. Bon, donc ça prouve que les choses aussi sont d'une grande utilité. Ou Cotafari aussi, c'est une notice qui a été profondément remaniée, bien évidemment, elle existait déjà dans la précédente édition. Donc la légitimité d'un travail comme celui-là, Larousse dit que c'est un ouvrage de fond, mais que dans le fond, si on n'a pas remarqué qu'il était sorti, à la longue, on s'en apercevra. Enfin, c'était mieux de s'en apercevoir. Ils ont tiré combien, le tirage? Je ne sais pas, Lucien, on ne sait pas, vous ne savez pas ça. Mais si, le fond. Et beaucoup de forêts ont été abattues, en tout cas. Oui, ah ben oui. Ça a été... oui, mais enfin, c'est... Bon, je veux dire, en tant qu'écologiste, on ne peut être qu'opposé à ça. Absolument. Ah oui, ça... quelle horreur avoir fait ça. Bon, alors... Mais ça existe une version web de tout cela, où ça va exister Non, maintenant l'idée c'est de faire comme à l'issue de la première édition, celle de 86, il y avait eu une version en livre de poche en 2 volumes. Ouais. Donc l'idée maintenant serait d'en sortir une version poche en 2 volumes, plus souple, voilà, type bouquin, voilà, et à cette occasion de mettre Marchesi dans le dictionnaire. Quoi. Donc, pardon, je voudrais juste signaler que la version 2001, donc la précédente, elle est sur Internet, absolument en libre accès. Toutes. Ah bon? Alors, quelquefois, on les trouve et il y a juste une ligne supplémentaire qui est ajoutée, mais on aurait tout hier, 2001. Donc, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas les deux. Oui.
Mais peut-être Larousse va C'est gratuit, alors c'est gratuit. C'est 2001 ou c'est gratuit, mais on a... Si le mettre gratuit sur le web, pourquoi ils Non, ont mais ça dépensé? pourrait Oui, même c'est être ça, payant Faut qu'ils le momentanément. rentabilisent un Il peu. faut un tout petit peu le rentabiliser, parce que quand même, Bien ça a sûr. été une opération relativement coûteuse, hein. Pas seulement la fabrication matérielle, mais même le paiement de tous les collaborateurs et des coordinateurs. Bon, je ne sais pas qu'on se soit beaucoup enrichi, mais enfin, parfois on travaille un peu pour la gloire, là quand même. Mais la question que pose Gianluca depuis tout à l'heure, c'est la question de la valeur d'usage du livre. Non, est-ce que la jeune génération aujourd'hui, que tu connais à travers ton métier d'enseignant, est-ce que la jeune génération d'aujourd'hui, cinéphile, a une vision, disons, comment dire, universelle du cinéma ou pas? Un dictionnaire comme ça, c'est tout le cinéma. Dans les détails, avec les tâcherons, tout. Il y a des tâcherons, il y a des auteurs, il y a des artistes, il y a des acteurs, il y a des producteurs, il y a des pays. Bon. Et c'est le principe du dictionnaire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la nouvelle génération de gens qui aiment le cinéma, qui fréquentent les films, est-ce qu'elle a... Bon, l'hypothèse que j'ai, moi, avec Jean-François Roger à la Cinémathèque, c'est que les jeunes gens aujourd'hui, ils fonctionnent par niche. C'est-à-dire qu'ils fonctionnent par... ils se spécialisent, quoi. Moi, jamais je me suis spécialisé. C'est-à-dire que moi, je ne me suis jamais spécialisé. J'ai jamais ressenti le besoin d'être spécialiste. D'ailleurs, je ne suis pas spécialiste. Ce qui est... Non, mais tu vois, Ça, c'est une vraie question. Non, Alors, comment tu répondrais? C'est ça qui m'intéresse. Parce que ça répond à un besoin global de connaissance globale et universelle du cinéma. Et moi, je pense que ça a une valeur d'usage. Moi, je m'en sers tout le temps. Quand je veux vérifier, je vais voir. Oui, c'est plus rapide qu'aller sur Internet. Hein. Parce que, non, je vais sur Internet. Je suis pas sûr, Internet, c'est-à-dire, c'est tellement plat. C'est pas très simple s'amener ces livres. Donc, si tu travailles dans ton bureau, ok, mais Oui, dans le bureau, oui, si sinon, tu voyages un même peu, avec, c'est pas... Même avec le portable, on a accès à On peut Internet. l'attacher à... Donc, on peut mettre une chaîne et l'attacher, mais ça fait lourd. Non, mais Non, la question, c'est celle-là. la question, elle est complexe, et je pense qu'il y a quand même, à mon sens, un peu un élément de réponse. C'est-à-dire que je remarquais que quand, dans les années 60, le Proon fait une histoire du cinéma, en 2 volumes, aux éditions du Cerf. Il y a le muet et le parlant. Dans les années 60, on a encore, par rapport à l'histoire du cinéma, une sorte de vision qui fait que le temps du muet est pratiquement comparable au temps du parlant. Il y a le cinéma muet, 30 ans et 30 ans. 30-30. Bon, c'était formidable d'une certaine manière. Et alors qu'aujourd'hui, le muet, quand nous regardons, nous sommes en 2012, hein, quand on regarde ce qu'est le muet, on a un peu, dans une vision panoramique, on a l'impression que c'est une toute petite introduction, et puis que le cinéma commence en fait en 28-29, hein, et puis que ça représente un temps très long. Quand on est... Moi, je suis tombé dans la cinéphilie adolescent, hein, je pense que le cinéma a tenu beaucoup plus de place dans ma vie que la littérature. On avait aussi le sentiment d'abord qu'on était éclectique, qu'on aimait tout, et d'ailleurs aujourd'hui, je vais essayer de me défendre un peu, pas complètement, mais un peu d'une étiquette trop systématiquement cinéma italien, bon, qui parfois me colle un peu à la peau. C'est pour ça que je travaille dans 1895, là on prépare un volume sur Capellani, c'est des choses qui me passionnent, justement pour, vous me direz Capellani, pas italien, bon, c'est pas... bon. Par sa mère, le papa, non. Non, il était piémontais, Capellani, oui, d'origine piémontaise, mais assez loin, quoi, donc il ne se sentait pas spécialement italien. Il a fait une carrière américaine. Il a fait une carrière américaine en plus, oui. Bon, donc il y avait un peu un sentiment qu'on pouvait essayer d'appréhender toute l'histoire du cinéma. Or, aujourd'hui, j'ai le sentiment que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui ont un peu le sentiment qu'ils sont confrontés à une telle masse de films possibles en DVD, à la télé, dans les cinémathèques, dans les salles de cinéma, que l'effort qui consisterait à absorber tout ce qui s'est fait depuis l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat ou la sortie des usines Lumière est impossible. D'où peut-être, et là je te rejoins tout à fait, l'idée un peu de niche, de l'intérêt sectoriel,
devant la quasi-impossibilité de rattraper. Bon, Lucien, je prends souvent Lucien comme exemple, parce que Lucien arrive à tout voir, il va à Lyon, il voit tout. Hein, et il repère dans ce qui passe au Festival de Lyon les quelques rares films qu'il n'a jamais vus. Il y en a de moins en moins d'ailleurs. Ça dépend des années. Bon. Donc je crois que l'ambition pourrait avoir aujourd'hui un jeune d'essayer d'appréhender les 8000 entrées qu'il y a là-dedans, ça me paraît... Et donc c'est peut-être par impossibilité d'avoir le même type d'approche qui nous faisait penser à nous qu'on pouvait y arriver, qu'on pouvait se former à la connaissance du cinéma américain, du cinéma allemand, du cinéma anglais. Dans les années 60, même les cinématographies, on découvrait un peu les japonais, mais enfin on n'avait pas ce continent aujourd'hui des cinémas... Tu penses le cinéma indien. Le cinéma indien, c'était... Oui. C'était Ajay, voilà, Katak, et puis Sen, et puis... C'était tout. Oui. Donc c'est peut-être devant l'impossibilité d'une matière trop riche et dans laquelle par ailleurs il est difficile. Vous me direz, mais alors quand on s'intéresse à l'histoire de la littérature, il y a bien aussi des... Mais peut-être parce que les hiérarchies sont déjà mieux établies. Pour le cinéma, c'est d'ailleurs aussi peut-être une des chances du cinéma que de ne pas avoir encore des hiérarchies figées. Mis à part quelques noms, bien entendu, qui sont des références, mais de ne pas avoir de hiérarchie figée. Serge, la cinémathèque, c'est une lieu où on trouve la beauté, on trouve les plaisirs, mais je crois qu'aujourd'hui, je pense plus que dans le passé, c'est lié aussi de formation. Et la cinémathèque française joue bien ces cartes, le travail sur le jeune public, et les éditions. C'est faible, les éditions. Mais c'est un point faible, c'est les éditions. Justement, tu penses qu'une cinémathèque aujourd'hui doit être deux choses, et sur la formation, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire beaucoup de choses. D'abord, on a la chance, nous, la cinémathèque française a la chance d'avoir des collections. La force de la cinémathèque française, c'est ses collections. Ça, c'est ce que Dominique m'a transmis. Dominique m'a dit ça, il avait bien compris cela, et évidemment, ça vient de l'anglois. On sait qu'une cinémathèque est forte si elle a des collections. Je dirais même aujourd'hui, si elle a des collections films et non-films. Je crois beaucoup maintenant au non-film. C'est-à-dire, au fond, avoir les archives de Piala, c'est très important. Avoir les archives de Truffaut, c'est très important. Je rêve d'avoir les archives d'Alain Resnais, bon, parce qu'il a tout gardé dans des chambres de bonne partout. J'espère, je sais pas, il ne veut pas décider lui, il attend sa mort, après sa mort, enfin bon. Il va décider après sa mort. Non, je crois qu'il a créé un comité, dans lequel il y a figure Michel Simon et d'autres. Ouais. Bon, il a créé un comité qui décidera. Bon, mais pourquoi? Parce que je crois, ce à quoi je crois plus qu'avant, et ce à quoi je n'ai pas beaucoup cru quand j'étais plus jeune, c'est qu'on peut aussi rentrer dans le cinéma à travers les documents. Ça, j'ai appris à devenir archiviste, alors que ce n'était pas du tout ma vocation. Moi, j'étais journaliste, critique, j'étais dans le contemporain, je n'étais pas dans le passé. Bon. Ça, j'ai beaucoup le sentiment aujourd'hui que si on veut vraiment avoir une cinémathèque qui soit un vrai musée du cinéma, bien sûr, le musée, c'est la salle, c'est l'écran, c'est les films qu'on projette, c'est les rétrospectives, et plus on montre d'intégrales, mieux c'est. Mais c'est aussi un lieu où on accède à des documents. C'est-à-dire que les jeunes gens, les chercheurs, les étudiants, les journalistes, ils viennent à la cinémathèque, ils savent qu'ils vont trouver des choses utiles dont ils peuvent faire un usage. Moi, je crois à une chose, la seule chose à laquelle il faut croire, c'est la connaissance. La connaissance. Comment on fait, par quel processus on accède à la connaissance. Et la connaissance, pour moi, elle est liée au goût et au plaisir. On n'a pas envie de connaître si on n'a pas une attirance pour une forme, un film, un auteur, un genre, une époque. Donc, si vous voulez, c'est ça mon truc, c'est ça, c'est-à-dire d'articuler ça, de permettre aux gens, aux jeunes gens qui viennent, étudiants, chercheurs, publics, de lire les revues, de lire les livres, d'avoir accès à des ouvrages, mais aussi d'avoir accès aux archives.
Ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez nouveau dans ma vie, et je pense que c'est quelque chose à laquelle je suis passé à côté de ça toute ma vie de critique, quoi. Nous, on voyait un film en projection privée, on n'avait pas la vidéo, on ne pouvait pas revoir le film. Le lendemain, il fallait écrire. Ouais, avant de l'oublier. Avant d'oublier. Ou même, des fois, on inventait des scènes, enfin des travelling qu'on n'avait pas vus. Bon, mais c'était ça le truc. Sur la mémoire, l'impression, on écrivait. L'université a fait un travail colossal, parfois emmerdant, je trouve aussi, parce que ça spécialise beaucoup, hein, l'université. Moi, je vois beaucoup de jeunes gens, ils se spécialisent sur des trucs, ils ont une vision très un peu étriquée des choses, mais bon. Mais la chose la plus importante de notre, enfin, que permet une cinémathèque, comme chez toi ici, c'est d'entrer dans l'univers du film avec des éléments, des matériaux, des scripts. Moi, je ne sais pas, un jour j'ai rencontré, on m'a demandé de faire le DVD d'Alain Resnais, des films d'Alain Resnais, j'ai rencontré Sylvette Baudreau, sa script. Et elle est tous les jours à la cinémathèque, tous les jours elle est dans la cinémathèque, elle vient voir des films. Elle a donné toutes ses archives à la cinémathèque. Et c'est un bonheur absolu. C'est la script de Polanski, de Resnais, depuis Hiroshima, mon amour. Et ces documents qu'elle a donnés sont des documents scientifiques sur comment tu peux, si tu étudies le script des films de Resnais, de Sylvette Baudreau, tu as tout le découpage, le minutage, les dialogues supprimés. Tu rentres dans la matière même. Et si tu aimes le cinéma et tu comprends, et si tu aimes les films de Resnais, ça te donne une information très importante. Ouais, je crois beaucoup à ça, alors qu'avant, je m'en foutais. Moi, j'étais très dilettante. Un film, on l'écrit dessus, on aime pas, on est libre, on est payé pour ça. On s'en fout, on a de compte à rendre à personne, on se fait insulter, c'est pas grave. Aujourd'hui, je me sens plus du côté de la responsabilité de construire une archive. Alors, c'est très gai. Là, moi, j'aime beaucoup Piala et j'ai beaucoup aimé Maurice Piala, comme j'étais assez lié avec lui. Donc Sylvie, sa femme, nous a légué des archives. Et là, avec une amie, une des filles de la Cinémathèque qui est formidable, Florence, je lui ai dit, voilà, je lui ai fait la liste de toutes les personnes qu'elle doit contacter, qui ont travaillé avec Piala, pour qu'ils nous donnent leurs archives, pour construire un fonds Piala. Je veux qu'il y ait un fonds Maurice Piala. On a les tableaux aussi, les œuvres picturales, parce que je pense qu'on va comprendre... Par exemple, je croyais connaître très bien le cinéma de Maurice Piala, mais quand je vois les archives que nous a données Sylvie Piala, je suis tombé sur, je ne sais pas, une pile de scénarios de courts-métrages non réalisés. Je pensais que Piala était un dilettante, il avait glandé, quoi. Il foutait rien. Il a écrit, je ne sais pas, 20 scénarios de courts-métrages, et il s'est fait refuser. L'amertume dont il manifestait souvent à l'égard de la nouvelle vague, détestait la Truffaut, c'est parce que lui a fait plein de scénarios, mais il ne les a pas tournés. Alors que les autres, ils ont fait tout leur... Enfin, tu vois, à 26 ans, ils tournaient leur long métrage. Lui, il a ramé comme une bête, quoi. Et ça, si tu ne le sais pas, tu dis, bon, bah... Mais quand tu vois les archives, tu te rends compte, tu peux construire plus... une vision plus documentée d'une œuvre, d'une carrière, d'un parcours artistique. Donc voilà, la force d'une cinémathèque, c'est ce qu'elle a dans son... Mais en effet, ce qu'elle a, si j'ai bien compris, après on peut faire une expo, après on peut faire une exposition. C'est beaucoup plus que ça. Les thèmes, c'est vraiment un vrai travail de recherche et de construction d'une histoire. Donc c'est ça le rôle d'une cinémathèque. C'est pas un dictionnaire, parce que nous, bon, on n'est pas comment dire, on n'est pas exhaustif, mais on construit quelque chose. Alors après, ça permet, tu vois, quand on fait des expositions, ça permet après là, on va faire l'exposition sur les enfants du paradis. Moi, je suis pas un fan de Carnet, tu vois, c'est pas. J'ai pas grandi avec l'amour des enfants du paradis, tu vois. Bon, c'est un film de 45. C'est le film de mes parents, quoi. Bon, c'est pas le film de moi, quoi. C'est les films de nos parents, quoi. Bon, ils ont aimé ça, tant mieux, on va pas contester l'amour que nos parents ont eu de Carnet ou de... Mais on a tellement de choses sur ce film
Vous avez récupéré les archives qui étaient aux États-Unis. On a racheté le fonds Carnet. Mais on avait énormément de choses. Et la Fondation Jérôme Sédou-Paté a énormément de choses. On a tout sur le film. Les décors de Troner, les dessins, les maquettes, la musique de Cosma, les dessins de Maillot pour les costumes, les photos, le scénario original de Prévert, le scénario annoté de Carnet. On a tout. On peut raconter un tournage d'un film très important dans l'histoire du cinéma français, à une époque très importante du cinéma français, 1943. D'ailleurs, le film était produit par les Italiens, l'argent italien. La Scalera, avec Paul V, qui était le producteur qui servait d'intermédiaire. On peut tout raconter. Alors là, ça m'intéresse, pas d'un point de vue moderne, sur comment on peut rentrer dans un processus et permettre au public de comprendre ce que c'est qu'un tournage, un projet, une collaboration entre des gens comme Prévert, Carnet, Cosma, Troner, Maillot, etc. Voilà, c'est une vision, c'est un peu expérimental pour moi, mais je suis persuadé que ça va être intéressant. Donc on va vraiment permettre aux gens de bien comprendre qu'est-ce que c'est qu'un film. Qu'est-ce que c'est qu'un film? Le mystère d'un film, en même temps, un film, ça n'est fait qu'avec des choses, des matières, quoi. Des matières, la lumière, c'est une matière, le décor, évidemment, c'est une matière, les costumes... Et puis après, il y a l'alchimie de la mise en scène, mais on a tous les éléments. Et le film a été restauré par Pathé, et une belle restauration. Donc, tu vois, on peut construire quelque chose qui est cohérent et qui permet de revenir sur un moment de l'histoire du cinéma. Comme on va le faire avec Pasolini, avec vous, parce que vous avez les archives de Pasolini. Et ça, c'est un projet très excitant aussi. Et tout le monde, j'en parle à beaucoup de gens, on a une expo Pasolini, tout le monde me dit oui, ça m'intéresse. Pasolini aujourd'hui dans le monde, les Brésiliens, les Australiens, les Américains, les Espagnols, Madrid, j'étais à la Reina Sofia, Pasolini, oui. Pasolini aujourd'hui, c'est une entrée absolument mondiale. Il y a un mythe, il y a une légende, il y a un appétit de connaissance. D'abord, plein de gens disent, mais c'est mon cinéaste préféré. Plein de gens d'aujourd'hui, cinéastes, acteurs, ils adorent Pasolini. Donc ça nous donne, tu vois, ça nous excite. On se dit, ben alors, il y a quelque chose à faire, à raconter. Enfin, en plus, c'est un unique. Pasolini n'est pas que cinéaste, c'est un immense intellectuel, écrivain, essayiste, poète, homme politique, on va dire, avec une destinée absolument incroyable. Donc il y a de quoi faire un vrai boulot formidable. Et donc je trouve ça, donc pour répondre à ta première question, moi je trouve qu'on vit une période formidable. Voilà. C'est que le cinéma devient la passion qu'on a pour le cinéma, qui est une passion très intime, chacun à sa façon. Hein. On n'est pas du tout, on ne pourrait pas dire qu'on a la même cinéphilie les uns les autres, mais on a un objet commun et qui est un objet qu'on a envie de sacraliser, je ne sais pas, de partager, parce que quand même, je mets un bémol quand même, c'est que quand même le cinéma aujourd'hui n'a pas le même pouvoir de fascination et d'émerveillement sur les masses qu'il a eu dans les années, jusqu'aux années 50. Le cinéma aujourd'hui, on parle du Festival de Cannes, mais enfin c'est repris par nulle part. Hein. Le Festival de Cannes, ça n'intéresse que nous. Dans l'information, c'est peanuts, ça vaut rien. La Palme d'Or, on l'a déjà oublié. Enfin, ça ne compte pas. La télévision a... Tu trouves parce que tu penses que les festivals de Cannes comptaient plus il y a 30 ans ou les filles qui gagnaient à Venise avaient plus de poids il y a 30 ans qu'aujourd'hui? À Venise, au plan international, sûrement. Moi, je pense pas international. Même Cannes. C'est un petit phénomène de cristallisation. Heureusement que ça existe. D'ailleurs, je me sens très solidaire de ça et très impliqué même. Mais c'est le cinéma en général. En Italie, le cinéma, tu sais mieux que nous, le cinéma, il n'est pas pris en considération par les pouvoirs publics, Nous, en France, on est dans un pays absolument merveilleux parce que tout le monde respecte, se sent obligé de respecter le cinéma. Les hommes politiques de droite, de gauche, les maires, les présidents de région, tu leur dis, on va fermer une salle. Si tu dis aujourd'hui, enfant, on va fermer une salle de cinéma, tout le monde se lève pour défendre la salle, quoi. Tout le monde.
c'est comme un bien public, c'est comme l'église, c'est un bien public. C'est bien, C'est on comme va, un- on va en face. Tu fermes une salle, c'est comme tu fermais un hôpital. Alors que bon, non, mais on a cette chance-là, mais parce qu'on est un peu, on est très arriéré par rapport à vous. C'est vous qui êtes en avance sur nous. Non, j'espère que Ah, non. je pense que oui. J'espère que non. Je pense En que tout cas, le vous avez phénomène- gagné un Non, je Oscar, pense que- vous avez gagné un Oscar et nous non. Donc, Ouais, je mais je pense pense pas que que non. nous Je pense que sommes avant. la civilisation moderne a déjà broyé le cinéma et en a fait une marchandise un peu vulgaire et quelconque. Et ça, je pense qu'on va vers ça. Et retourner à la sciure des débuts. Quoi. Et je pense que nous, on est encore un peu en train de résister. et Voilà. tu ne penses pas qu'au contraire, maintenant peut-être, il y a un nouveau public qui s'aperçoit du valeur du cinéma et aussi de la possibilité à travers le cinéma de connaître l'histoire, vu qu'une des biens fondamentaux qui manque aujourd'hui, c'est une idée de l'histoire. Et que le cinéma, c'est un instrument exceptionnel pour voir les racines, l'identité, l'histoire. Donc il y a une Moi, je crois nouvelle possibilité pour les Moi, cinémas. je crois que c'est perdu. Ça, c'était Rossellini. Ça, c'était Godard. C'est perdu. On a perdu ça. C'est une bagarre qui a été Donc perdue. tu penses que nous sommes sur une époque extraordinaire, mais que ça va vite terminer. Non, c'est pas ça. Non, je pense que non. Je pense que nous, enfin, je sais pas si c'est une. Je ne veux pas employer le mot résistance parce que ça fait tout de suite un peu politique, comme si on avait une intention de résistance. Moi, je me réveille pas tous les matins en disant il faut résister, c'est pas vrai. Non. Je vais au boulot avec du plaisir, du bonheur, mais je crois quand même qu'on fait perdurer quelque chose. Voilà. On fait perdurer quelque chose parce qu'on est là pour ça et qu'on a de l'énergie, on a de l'envie, on est encore en pleine force de l'âge, si tu veux. Mais je pense quand même qu'on a perdu. Le cinéma a perdu. Je pense que le cinéma a perdu. Alors, on aime des cinéastes, on aime des films, on aime des auteurs, mais eux-mêmes sont des individus très, très isolés, si tu veux. Aujourd'hui, ce qui triomphe, c'est la culture de masse, c'est la marchandise. Regarde ce que les gens lisent dans le métro. Ils lisent des quotidiens gratuits et ils lisent Lévy, comment il s'appelle, Marc Lévy, ou ils lisent les romans. Ils lisent de la sous-culture. Et à la télévision, on voit que de la Non, merde. non, je vis pas mal de gens qui lisaient ça sur Oui, le métro. oui. Non, mais c'est qu'on peut très bien avoir à la fois de la mélancolie et un peu penser que bon, Rossellini a perdu, si tu veux. Moi, je considère que la télévision, c'est pas ce que Rossellini voulait en faire, ou ce que Godard a voulu en faire. Du 16e année, bon, on s'en fout. On dit bon, ben, on a perdu, c'est pas grave. Bon, la télévision, c'est pas pour nous. On prend. Moi, je vois les matchs de foot, c'est tout. Mais, il faut bientôt partir. non, mais si tu veux, voilà, donc ça ne m'empêche pas à la fois d'avoir cette mélancolie de l'idée que le cinéma, dans son grand message comment dire, d'être l'art de son temps et l'art où s'inscrit l'époque de la façon la plus lucide, la plus ben non. Tu vois bien qu'il se passe, la guerre continue ici ou là, les pauvres sont plus pauvres qu'avant, les riches sont plus riches qu'avant, l'écart ne cesse de se creuser. Bon, ben voilà. C'était le grand message de Godard dans ses histoires du cinéma. C'est-à-dire qu'avec toutes ses qualités, toute sa force, toute sa puissance, le cinéma n'avait pas empêché l'Holocauste. Moi, je trouve, je suis un peu tenté d'y penser comme ça. Dis donc, on nous laisse, enfin peut-être qu'on nous laisse un petit jardin à cultiver, un territoire à cultiver, et on essaie de le faire bien, avec conviction et avec passion, et que fondamentalement, ça ne se passe pas là. Quoi. Voilà. Je sais pas. Alors, ce qui se passe, c'est où? C'est la guerre, c'est l'information, c'est l'économie mondiale, c'est le monde de plus en plus complexe. Moi, quand j'écoute la radio, je me dis, mais qu'est-ce que c'est compliqué. Heureusement qu'on ne me demande pas d'avoir un avis sur l'euro, sur la crise, sur la Grèce, parce que je ne saurais pas quoi dire. C'est tellement compliqué. À côté de quoi, le cinéma peut pas grand-chose. Il peut pas grand-chose. Et enfin, je sais pas, peut-être que je suis trop pessimiste, mais je vois pas beaucoup de cinéastes affronter la question. Affronter cette question. Qu'est-ce que le cinéma
peut faire, peut dire, peut montrer surtout, de cet état-là du monde. J'ai vu le film de Yousri Nasrallah à Cannes sur l'Égypte. Bon, c'est pas un grand film. Bon, tu l'as vu? Non, je l'ai vu. C'est pas un grand film. Bon, c'est pas mal. C'est pas un grand film. J'ai pas été voir le film de Bernard-Henri Lévy sur la Syrie. Peut-être que c'est un grand film, mais j'ai des doutes. Tu vois, je trouve quand même qu'il y a un fossé entre. Mais tu n'as pas l'impression qu'en tout cas, c'est sûr qu'aujourd'hui, les arts ont du mal à raconter les présents et à imaginer le futur, mais ça, c'est pas un problème du cinéma, et à la limite, je dirais que le cinéma, c'est plutôt un art qui arrive mieux que les autres à raconter le présent, mieux que la littérature ou l'art contemporain. Oui, d'ailleurs, non, mais dans le constat un peu pessimiste que fait, un peu désabusé peut-être. Pas désabusé, je suis pas désabusé. Non, un peu pessimiste, mais je suis pas désabusé. Ça nous amène à nous interroger plus largement, quoi. Que peut l'art? Est-ce que l'art peut quelque chose, et pas seulement le cinéma? Le cinéma a occupé une position certes privilégiée, c'est la Touada qui disait on ne peut pas refaire constamment la Seconde Guerre mondiale pour avoir des sujets à traiter, quoi. Mais justement, aujourd'hui, où il y a des sujets à traiter, où il y a quand même une crise généralisée dans laquelle nous sommes tous embourbés à des degrés divers, est-ce que le cinéma arrive à en dire quelque chose? Je ne sais pas. Est-ce que le cinéma a un peu décroché? Peut-être. T'as vu un film à Cannes? Le seul film que j'ai vu 25 films à Cannes. Le film qui m'a le plus parlé du monde, c'est le film de David Cronenberg. Et je n'ai vu autour de moi que des gens déçus, des gens qui me disent « Oui, j'adore Cronenberg, il a fait son plus mauvais film », un journaliste de France Culture. Ah bon? Pourquoi Cronenberg ferait aujourd'hui son plus mauvais film? Attends, il est en pleine forme, ses 4 derniers films sont des chefs-d'œuvre. Cosmopolis m'a dit plus de choses sur le monde contemporain à travers la vision, le fantasme, l'habitacle, le langage, la parano dans les personnages. J'ai eu le sentiment d'être plus synchrone avec l'état du monde contemporain que n'importe quel autre film. Tu vois. Et je n'ai vu que des gens déçus. Ah, c'est pas bien. J'ai dit, mais quoi? Vous n'aimez pas ça? Alors là, je ne comprends plus rien. Mais aussi, je dois dire, aussi les films. Si c'est pas un film d'aujourd'hui. Aussi les films de Garrone, un film formidable. Très beau film. Le présent. Très beau film. Non, mais il y a dans le cinéma italien, incontestablement, Garrone et Sorrentino, Crialese, Très beau film. Giordana. Il y a dans le cinéma italien aujourd'hui des cinéastes qui retrouvent peut-être, enfin on n'est pas là pour parler de cinéma italien, mais enfin qui retrouvent certainement des grandes veines de ce qu'a été le cinéma italien. Je suis d'accord sur Cosmopolis, mais mon impression, c'est un peu le contraire que la tienne. Je trouve que le cinéma d'aujourd'hui arrive à raconter beaucoup mieux que les autres arts, beaucoup mieux que le journalisme. Le journalisme, c'est une catastrophe. Catastrophe. La complexité du présent. Les journalistes, c'est une catastrophe. Les Cosmopolis n'a pas été au palmarès, bon, n'a pas marché en France. Les gens dans les salles sortaient pendant le film. Oui, d'accord, mais ici, à Bologne, on présente beaucoup de films qui aujourd'hui nous adorons, mais qu'à l'époque, personne ne voulait voir. L'autre jour, justement, Gianni Amello qui présentait Viaggio in Italia était stupéfait parce que l'Arlequin était archi plein de gens. Il a dit, je crois, qu'il n'y a jamais eu tellement de gens à voir Viaggio in Italia en Italie. Donc c'est normal que les films qui regardent d'une manière nouvelle les mondes marchent mal et qui sont très mal accueillis par la critique. Justement, Viaggio in Italia a été massacré par la critique, sauf les cahiers. C'est peut-être un bon Donc signe. on est plutôt dans la normalité, je veux dire. On est rassuré du fait que Cronenberg n'a plus à personne. Ouais. Moi, j'attends les gens qui vont faire amende honorable dans 3 ans en disant on s'est trompé. Ceux-là, je vais noter leur nom et tout. Oui, Jean va les mettre dans Oui, voilà. dans 10 ans, Tu l'as vu, le film? Oui, dans Moi, les mises à jour. j'ai adoré ce film. Je me suis Bon, senti. on s'arrête ici. Qui va gagner alors? Qui va gagner? L'Italie, naturellement. Merci à C'est Serge moi. Toubiana. Merci beaucoup. Merci beaucoup.